Bienvenue sur la chaîne Toutes nos différences. Je suis ravi de vous accueillir dans un format un peu différent, dans cette deuxième partie du podcast sur les troubles des comportements alimentaires chez les personnes TSA. Quels vont être les sens, à votre avis, qui sont impactés, enfin qui sont sollicités pendant les temps d'alimentation et dans l'alimentation? Au final, presque tous. Le toucher au niveau tactile-oral, c'est essentiel. Si vous avez un enfant qui supporte pas être effleuré, si vous avez un enfant qui va être, notamment par exemple l'hypersensibilité tactile, ça va être non seulement au niveau de l'effleurement, du toucher superficiel, donc dans le toucher, mais aussi avoir du mal à se laver les dents, mais aussi avoir du mal à supporter les crèmes du corps, crème solaire. Ça peut être aussi des problèmes avec les étiquettes, avec les matières de vêtements, avec les chaussettes, avec les chaussures, tout ce qui va amener un contact au niveau du corps. Donc, à partir du moment où il y a ces spécificités-là, bah, c'est logique qu'on les retrouve dans l'alimentation. C'est pas 100% du temps, parce que dans l'alimentation, il y a quand même beaucoup de sens. Donc, du coup, il suffit que la personne ait une appétence très particulière au niveau gustatif et envie de ressentir des sensations dans sa bouche, même au niveau proprioceptif, l'enfant va pouvoir mettre à la bouche. Mais s'il y a des particularités et qu'en plus, sur les autres sens, notamment au niveau gustatif, notamment au niveau de l'odorat, il y a des hypersensibilités, bah là, il va pas pouvoir passer. Et le fait de mettre un aliment dans la bouche peut provoquer beaucoup de difficultés. Donc, ce qu'on va retrouver au niveau du toucher, il va y avoir deux choses à distinguer, alors qui sont assez fines. Enfin, une moins assez classique, c'est la texture des aliments. Donc, ce qu'on va retrouver très souvent, c'est des enfants, des personnes qui vont détester tout ce qui va être aliments un peu gluants, filandreux, les textures qui sont pas très franches, qui sont mélangées. Par exemple, des yaourts avec des morceaux. Par exemple, une soupe qui est mal mixée, une purée mal mixée. Pareil, ça, on est dans des mélanges de textures. Ça va être aussi les légumes qui peuvent être acceptés en étant crus, croquants, parce que c'est dur. Donc comme c'est dur, ça demande de mâcher. Comme ça demande de mâcher, c'est de la proprioception. On appuie fort sur les masséters, ça fait libérer des noradrénaline. Lorsque le légume est cuit, est très cuit, bah là il devient plus gluant, plus mou, et la texture peut être compliquée. L'entre-deux aussi, entre mi-cuit, mi-cru, ça peut être compliqué aussi à gérer parce que la texture n'est pas claire. On va retrouver des aliments tels que le poisson, tels que la viande, avec le gras de la viande, avec le moindre petit filament, avec des choses qui sont un petit peu filandreuses, bah forcément ça peut entraîner soit un rejet. Alors, bah, peut y avoir un rejet de l'aliment, peut y avoir un refus catégorique de mettre l'aliment dans la bouche, et puis il peut y avoir aussi des personnes qui vont mettre dans la bouche, mais qui vont avoir des haut le cœur. Très souvent, le passage du liquide au solide pour le bébé peut être un petit peu long, problématique, avec un refus des aliments lié à la texture des aliments qui va évoluer. La chose qui est beaucoup plus fine, mais que beaucoup d'adultes décrivent, alors moi je base aussi beaucoup de ma théorie sur ce qu'on me dit pendant les bilans. Je fais beaucoup de bilans auprès de personnes TSA adultes qui peuvent s'exprimer, qui sont soit en grande difficulté, soit en cours de diagnostic aussi. Et ce qu'on va retrouver chez les personnes qui parlent, c'est le changement de texture en fonction de la mastication. Donc là, c'est encore plus fin. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui témoigne du fait que elle peut mettre un petit pois dans sa bouche, sans problème. Par contre, elle peut pas le mâcher. Parce que si elle mâche, la transformation de la texture dans la bouche sur la langue devient à ce moment-là hyper anxiogène pour elle. Du coup, elle va mettre les petits pois dans la bouche et les avaler tout rond. Donc il y a pas mal de gens aussi, quand on regarde bien au niveau du comportement alimentaire, pas mal de personnes qui vont mettre dans la bouche et presque pas mâcher. Faire un coup avec les masséters et puis hop, avaler directement, déglutir directement. Donc ça, c'est des signes aussi d'hypersensibilité au niveau tactile, tactile oral. Le goût, c'est assez logique. Encore une fois, c'est en fonction des fréquences. Donc, du coup, il va y avoir certains goûts qui vont être insupportables et au contraire d'autres qui vont être recherchés. Alors, ce qui peut être jugé comme paradoxal quand il y a une hypersensibilité au goût, c'est les goûts extrêmes qui vont être recherchés parce que justement, ils vont amener
ce qu'on appelle le mécanisme de saturation sensorielle. En amenant un goût très très fort, par le piment, par l'amertume, ou par le fait de saler d'une manière très 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 forte. Donc ça, il y a beaucoup de personnes TSA qui vont énormément saler. Ça va vraiment cacher les goûts. On va saturer tous les récepteurs sensoriels avec un seul goût, et à ce moment-là, ça va permettre à la personne de pouvoir supporter les goûts des différents aliments. Donc, quand il y a une hypersensibilité au goût, on va aller soit sur un évitement total du goût, soit on va accepter les différents aliments, mais on va neutraliser. Donc, on va toujours avoir le même goût. Je me souviens d'une patiente qui disait qu'elle se baladait jamais sans son curry. Voilà. Pour pouvoir toujours avoir le même goût, quel que soit l'endroit où elle allait manger, au moins elle savait que elle pouvait avoir son curry. Quand vous avez un morceau de viande, des pâtes, c'est deux goûts différents. Si vous avez les pâtes qui touchent le morceau de viande, là, ça devient plus compliqué. Parce qu'en fait, les goûts se mélangent. La perception, elle est fine. Dès lors qu'il y a une hypersensibilité, ce moindre petit changement perceptif est traité. Donc du coup, ce qu'on peut retrouver aussi dans la personne qui a une hypersensibilité gustative, c'est justement une rigidité autour du fait de ne pas pouvoir avoir les aliments qui se touchent. Parce que aussi, ça mélange le goût. Je parle beaucoup de l'hypersensibilité parce que c'est ce qui va engendrer tout le mécanisme de sélectivité alimentaire et ce qui pose souvent le plus de problèmes. Mais dans l'hyposensibilité, ça va être un problème inverse d'ingérer, de vouloir maximiser. Les personnes qui vont mettre beaucoup à la bouche, notamment des choses qui ont un goût ferreux fort. Alors, il peut y avoir soit des problèmes de carence alimentaire, et ça j'insiste, parce que quand il y a une apparition de ce type de comportement, où tout d'un coup, l'enfant va mettre de la terre, des cailloux, du fer à la bouche, il faut qu'on se pose la question, enfin quand je dis l'enfant, ça peut être l'adulte aussi, il faut qu'on se pose la question sur carence alimentaire ou pas. Ça, c'est assez réflexe. D'ailleurs, c'est un peu tout le monde. Quand on a des carences alimentaires, on va être dirigé, on va avoir envie de certains aliments en particulier. Quand vous avez une grosse fatigue, quand vous avez un manque de magnésium avec le passage à l'automne, à l'hiver, souvent il y a une envie de chocolat qui est liée aussi à ce magnésium ou d'aliments un peu plus ferreux. Lorsqu'on a des carences en fer, la personne TSA, si elle a des troubles du comportement et de la communication, elle va se diriger sur la chose la plus directe, donc directement la source de fer, de minéraux, comme des ciseaux, comme des cailloux, comme de la terre, mettre à la bouche, vouloir manger ces aliments-là. Donc ça, c'est un petit peu à part, mais si c'est un comportement qui est constant, on va être dans la recherche de goût, d'en ressentir tout le temps un goût. Moi, je vois, il y a un enfant que je suis qui, quoi qu'il arrive, dès qu'il peut, il va mettre sur le bout de la langue. Et donc, il prend le stylo, hop, puis après, il prend autre chose, et puis il recommence. Et il y a certaines choses qu'il va pouvoir mettre dans la bouche et puis attendre, faire macérer aussi avec la salive. C'est pareil, c'est exactement comme avec la texture. Quand vous avez un aliment en bouche, avec la salive, il se transforme. C'est le but de la salive. Mais la transformation, elle change la texture et elle change le goût aussi. Si vous prenez du pain, vous prenez la mie de pain, un morceau de pain, prenez dans la bouche et puis vous le mâchez longtemps. Vous allez voir, vous allez ressentir beaucoup plus le sel et le goût va se transformer. Les personnes aussi qui vont mâcher longtemps, qui vont garder longtemps les choses à la bouche, ça peut être une maximisation, une recherche de goût, de transformation de goût, d'avoir beaucoup de stimulation dans la bouche. Je me souviens d'un adulte qui disait qu'en fait, il adorait avoir plein de choses dans la bouche, de plein de goûts différents, que lui, son plus grand plaisir, c'était de pouvoir aller au McDo, de mettre un Big Mac avec tout, avec les cornichons, avec le pain, avec le fromage et le steak, enfin, voilà, un bon morceau de Big Mac, mettre du coca en même temps et mettre une petite cuillère de Sundae et mélanger dans la bouche et t'attendre. Voilà. De faire macérer un petit peu tout ça dans sa bouche pour vraiment maximiser. Et il disait, mais là, je me sens hyper bien. Par contre, après, en mangeant, je me sens écœuré. Parce que lui, en fait, ce qu'il recherchait, c'est pas tant au niveau de l'estomac, c'est plus tout ce qui se passe dans la sphère buccale, cette recherche de stimulation. C'est important de pouvoir juste voir d'un point de vue général, en fonction des différents aliments, le comportement, pour pouvoir savoir quelle est la fonction de l'action et du mécanisme qu'ils mettent en place de compensation. Mécanisme de compensation pour tolérer, souvent, il va entraîner un mécanisme de saturation, parce qu'on va contrôler la sensation, soit au contraire quelque chose autour de la maximisation,
pour avoir encore plus de stimulation, de sensation. Donc au niveau de l'odorat, ça va être pareil. C'est-à-dire que quand on interroge, quand on voit les comportements, on se rend compte que dans le quotidien, l'odorat peut être très compliqué. Au niveau de la tolérance des parfums, de l'odeur de peau, de la transpiration. Il y a beaucoup de personnes qui ont une hypersensibilité au niveau de l'odorat qui vont avoir beaucoup de mal à pouvoir supporter les odeurs, l'olfaction de certains lieux, de certaines personnes, et vont avoir aussi une mémoire olfactive extrêmement importante. Moi, je me souviens d'une petite fille où les parents étaient allés voir une psychologue qui était une collègue à moi, en remédiation cognitive, et puis les parents qui disaient que la petite fille avait une phobie de la voiture. Donc, ma collègue qui s'est dit que ça devait être probablement une hypersensibilité vestibulaire m'a dit, bah, allez voir Florent, ce serait peut-être bien, peut-être de faire un petit bilan sensoriel, ou en tout cas d'aller parler avec lui. Et puis en fait, quand j'ai commencé à discuter avec les parents, je me suis rendu compte que c'était pas forcément vestibulaire, mais c'était plus olfactif, parce qu'elle se plaignait de l'odeur de la voiture. Et c'était pas n'importe quelle odeur, parce qu'en fait, c'est arrivé du jour au lendemain. Et ce qui s'est passé, c'est que le petit frère avait vomi dans la voiture 6 mois auparavant, et que depuis qu'il avait vomi dans la voiture, elle sentait toujours l'imprégnation dans les tissus. Et ça, c'est quelque chose que décrivent énormément de personnes TSA qui ont une hypersensibilité olfactive. C'est le fait vraiment de ressentir la moindre petite particule, parce que c'est des particules chimiques, l'odeur, et effectivement, de traiter ces particules-là et de sentir cette odeur qui est sous-jacente, mais qui est quand même prégnante. Donc, du coup, c'est très compliqué. Quand vous avez une personne qui vous décrit toutes ces choses-là, ou les parents qui disent qu'effectivement, l'enfant fait des crises dans le magasin de parfums, supporte pas certains aliments à table, des aliments qui vont avoir une odeur, dégager une odeur, bah, ça a forcément un impact sur l'alimentation. Parce que quand vous avez, vous, une hypersensibilité, quand vous supportez pas l'odeur de quelque chose, ça va être difficile de pouvoir l'ingérer. Les récepteurs vraiment gustatifs et olfactifs sont très liés. Donc forcément, quand on a une hypersensibilité olfactive, ça va avoir un impact sur le comportement alimentaire. Vous allez avoir des enfants qui vont pas pouvoir manger, par exemple, dans des cantines, ou qui vont pas pouvoir aller à la cantine. Parce que l'odeur d'une cantine, je sais pas si vous êtes déjà allé, souvent quand même, il y a des odeurs qui restent en fait alimentaires avec plein de choses. Et il y a plein de personnes qui vont pas pouvoir rentrer dans des endroits où on va sentir la cuisine. Parce qu'il y a des mélanges d'odeurs, parce qu'il y a des odeurs un peu fortes, et donc du coup, bah, vont préférer ne pas manger plutôt que de rentrer dans ces endroits-là. Donc je pense notamment aux personnes qui sont scolarisées, qui sont en collectivité, qui peuvent manger un peu à la maison, mais qui vont refuser catégoriquement de manger en collectivité. Et parfois, ça va être lié à l'odeur du lieu. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Et puis après, de regarder par rapport aux différents aliments, s'il y a des gammes d'aliments qui dégagent des odeurs. Euh, Aussi, le fait d'avoir plusieurs choses à table peut entraîner des difficultés au niveau de la gestion des différentes odeurs et donc du coup impacter forcément les comportements alimentaires. Donc là, on a le goût et l'odorat. J'ai parlé du toucher aussi au niveau de la texture. Un autre sens qui peut impacter énormément l'alimentation, c'est le visuel. Quand vous avez une sensibilité visuelle, déjà, une des particularités vraiment du traitement de l'information visuelle, c'est la perception en détail. La personne TSA qui va voir chaque petit détail de chaque chose avec ce qu'on appelle une difficulté de cohérence centrale. La cohérence centrale, c'est de voir l'objet dans son tout et se détacher de chaque petit détail. Ce qui explique beaucoup de choses aussi au niveau du comportement, et notamment toutes les adaptations qu'il faut qu'on ait dans les apprentissages pour pouvoir rendre l'information visuelle claire et précise. Parce que plus il y a de détails, plus la personne va se perdre dans la gestion des informations, étant donné qu'elle est incapable de pouvoir les trier et les hiérarchiser. Et au niveau de l'alimentation, bah, quand vous avez une personne qui est très sensible à tous les détails, qui supporte pas qu'il y ait trop d'informations, qui va être gênée par certaines couleurs, qui va être gênée par certaines lumières. Les couleurs, c'est des fréquences de lumière. Ça, il faut pas oublier que dans la nature, les couleurs n'existent pas. C'est les fréquences de lumière qui sont traduites par notre œil, par notre cerveau, sous forme de couleurs pour pouvoir nous rendre l'environnement
contrastable et compréhensible. Quand on a des sensibilités particulières à la lumière forte, à la lumière blanche, la lumière des LED, les néons, la lumière du soleil, les reflets, on peut aussi avoir de fortes particularités, un fort rejet pour certaines couleurs. Donc du coup, en fonction vraiment des couleurs, en fonction de la sensibilité, plus la personne va être hypersensible au niveau visuel, plus elle va être sensible aux couleurs et aux textures des choses, à l'apparence des choses. Vous avez des personnes qui vont en premier toucher avec les yeux. Je ne sais pas si vous connaissez la pâte proprioceptive. Moi, j'aime beaucoup utiliser la pâte proprioceptive dans les bilans parce que c'est une pâte qui a une allure un petit peu, elle a une allure visqueuse, c'est-à-dire qu'elle luit un petit peu. Du coup, quand vous avez une personne qui a une sensibilité visuelle et en plus une sensibilité tactile, va vraiment appréhender très fortement le fait de toucher la matière. Il y a une vraie appréhension en premier de l'apparence des choses. Et ça va conditionner vraiment le fait de prendre ou de pas prendre. Et donc, du coup, l'apparence de l'aliment, la couleur de l'aliment, la manière dont c'est présenté dans l'assiette, tout va avoir une importance. Dans l'alimentation, on va beaucoup retrouver ce phénomène de synesthésie. La synesthésie, c'est de ressentir une perception par un autre sens. Donc, par exemple, avec la vision, avoir un goût qui nous vient. En entendant, il y a beaucoup de personnes qui décrivent que elles associent chaque son à des couleurs. Donc ça, c'est un phénomène de synesthésie, par exemple. Il y a aussi une personne Asperger qui est assez célèbre, dans le milieu, qui fait beaucoup de conférences, beaucoup de formations, qui s'appelle Steph, qui, elle, dit que quand elle voit un cactus, elle sent les épines sur sa rétine. Voilà, et elle a une sensation tactile. Donc ça, c'est le phénomène de synesthésie. Donc, ce phénomène de synesthésie au niveau alimentaire, il est très important. Lorsque deux aliments se touchent, ça va créer un goût différent juste même avant de le goûter. Le fait de voir un changement de couleur, ça entraîne un changement de goût potentiel. Donc il y a l'apparence des aliments, il y a le fait de comment ils sont disposés dans l'assiette, et puis il y a aussi le packaging. Le packaging et le support de l'alimentation. Moi, je me souviens d'un jeune que j'accompagnais qui avait une très grosse sélectivité alimentaire, qui mangeait presque pas, quasiment pas. La seule chose qu'il mangeait, c'était des princes. Donc, du coup, sa mère, elle forçait pour les repas, elle lui donnait pas de prince au repas, elle essayait de travailler tant bien que mal. Il mangeait un petit peu de pâtes, mais c'était pas tout le temps. Elle comprenait pas. D'ailleurs, des fois, il en mangeait, des fois, il en mangeait pas. Par contre, la constance, c'était à 4 heures, un paquet de princes. Et elle le laissait manger un paquet de princes parce qu'elle avait peur qu'il soit dénutri. Enfin voilà, c'était la seule chose en plus qu'il mangeait avec plaisir. Et du jour au lendemain, la maman vient me voir en me disant, là j'ai un problème, il veut plus de princes. Bon, je me dis, tiens, c'est bizarre, il faut surveiller, il doit y avoir un problème. Peut-être qu'il a mal aux dents, peut-être qu'il a mal quelque part, qui l'empêche de manger. Et puis, au bout d'une semaine, la maman me parle, enfin bref, après une séance, et puis elle me dit, je suis quand même très inquiète, tout ça, je comprends pas. Et puis dès qu'il voit le paquet, il fait non, pas prince, non. Bon. Et puis je regarde le paquet de princes et je dis à sa mère, mais je dis, c'est pas des princes ça. Et elle me dit, bah si, c'est des princes. Et en fait, ils avaient changé le packaging. Et comme ils avaient changé le packaging, mais lui, il en voulait pas. Parce que pour lui, c'était pas la même chose. Par chance, elle avait dans son placard retrouvé un ancien paquet où il restait qu'un gâteau, voilà. Et donc, elle a vidé le paquet, elle a enlevé le gâteau qui était un petit peu rance, et puis elle a mis les autres princes dans l'ancien paquet, et puis là, de nouveau, il a mangé les princes. Donc, du coup, on voit bien l'importance de la vision quand il y a une grosse sélectivité, quand il y a une grosse hypersensibilité visuelle, qu'on va retrouver. C'est-à-dire que dans le quotidien, lui, il avait un attrait très particulier pour les objets bleus, pour la couleur rouge, il avait une très forte hypersensibilité, il supportait pas les éclairages forts, la lumière du soleil, il plissait les yeux ou il mettait des lunettes de soleil. Enfin voilà. Et donc ça se retrouvait aussi dans ses comportements alimentaires. Donc du coup, on a pu travailler différemment autour de ça, et non pas que autour du goût, par exemple, ou autre chose. Autre sens qui va intervenir dans l'alimentation, ça va être celui de l'audition. L'audition pour différentes raisons. Lorsqu'on mange, on va faire du bruit. Donc ça peut être avec nous-mêmes les couverts, ça peut être le fait de, par exemple, quand vous touillez de la purée, des choses comme ça, le fait de croquer un aliment, ça peut faire du bruit aussi. Les chips, par exemple, il y a des enfants qui vont pas supporter les chips à cause du bruit, en fait, les résonances internes que ça fait.
Et puis, il y a le bruit de l'environnement. Et ça, encore une fois, tout à l'heure, je vous parlais de l'odorat, des lieux. Toute l'ambiance sonore autour du repas, c'est pas anodin. Que ça soit dans les familles, que ça soit en collectivité, en général, le temps du repas, c'est pas un temps calme. Alors effectivement, on apprend beaucoup des personnes qui parlent, qui vont décrire que les bruits, ne serait-ce que de vibrations, du frigo, du bruit des fourchettes dans l'assiette, les bruits aigus, les bruits redondants, les bruits de bouche, les chuchotements, tout ça peut être insupportable quand on a une sensibilité auditive. Et puis, le mélange des sons, la multiplication des informations. C'est-à-dire que l'absence de trait neuronal fait que un bruit, on peut le tolérer, mais quand il y a plusieurs bruits en même temps, plusieurs personnes qui parlent en même temps, ça peut être insupportable et très compliqué à gérer. Donc, quand vous êtes dans un milieu où vous êtes en difficulté, même d'un point de vue auditif, qui à la base n'a rien à voir avec l'alimentation, ça peut engendrer des troubles des comportements alimentaires, le fait de ne pas vouloir être dans cet endroit et de préférer ne pas manger plutôt que d'être confronté à une stimulation auditive insupportable, fatigante, stressante, créant beaucoup d'irritabilité. Un autre sens pas à négliger dans l'alimentation et qu'on néglige malheureusement très souvent, c'est la thermoception, la température. Surtout quand un enfant parle pas, on se pose pas de questions si c'est trop chaud, si c'est trop froid. On va juger par rapport à nous, notre propre ressenti à nous, si c'est chaud, si c'est tiède ou pas. Mais quand on a des spécificités au niveau sensoriel, la thermoception c'est un sens à part entière, la gestion de la température peut être très spécifique. Et ça va se retrouver, encore une fois, dans les autres domaines de la vie quotidienne. Par exemple, sous la douche. Il peut y avoir un enfant qui va supporter la douche. Quand je dis un enfant, c'est un adulte aussi, hein, c'est exactement pareil, dès lors que la température est très forte. C'est-à-dire que la personne qui va pas aimer que l'eau coule sur sa peau, sauf si c'est très très chaud. Pourquoi? On en revient encore au mécanisme de saturation sensorielle grâce à la température, grâce au fait qu'on va amener au cerveau une autre stimulation que la stimulation tactile superficielle qui est désagréable. Au contraire, une stimulation thermoceptive qui va saturer au niveau de l'information, bah, ça va permettre d'accepter la chose. Moi, je fais des essais de température en fonction des comportements du quotidien. Sous la douche, se laver les mains, ou le chocolat, voilà, du matin, où souvent les parents arrivent à dire, bah voilà, en fait, il accepte le chocolat, mais très très chaud. Et si c'est pas très très chaud, ben il le boit pas. Ou au contraire, ça va être plus une température spéciale. C'est-à-dire que quand il y a une hypersensibilité au niveau de la thermoception, va y avoir une hypersensibilité au trop froid et au trop chaud, donc aux deux excès. Il peut y avoir vraiment besoin, notamment pour la douche aussi, des mains, de tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène, une température spécifique. Quand ça se retrouve dans le quotidien, bah, ça va déterminer forcément, parce qu'on va le retrouver dans les comportements alimentaires, c'est pareil, c'est voire même amplifié, parce que les muqueuses sont encore plus sensibles. Donc, il faut qu'on juge, enfin qu'on jauge aussi la température des aliments. Surtout si en plus la personne est un peu lente à manger, bah, quelque chose qui est très chaud, il va commencer à manger, puis dès que ça commence un tout petit peu à refroidir, il arrête de manger. Donc si ça se trouve, c'est pas parce qu'il en veut pas, ou parce qu'il a fait un peu d'effort, mais parce que la température a changé. Donc moi, par rapport à ça, effectivement, j'ai plusieurs exemples. Encore une fois, enfin des exemples, j'en ai à l'infini, un petit peu pour chaque sens. Un enfant qui ne voulait absolument manger que des choses froides et il voulait rien de chaud. Et il pouvait manger de tout, même des choses un peu improbables, même des pâtes, des spaghettis bolognaise, tant qu'elles étaient froides. Voilà. Mais ça, bah, c'est les parents où à un moment donné, bah, ils se sont rendus compte que il attendait, et que quand les aliments étaient froids, mais ils se mettaient à manger. Donc du coup après, bah, ils ont essayé de lui donner directement froid. Et effectivement, il y avait des choses comme ça qu'ils pouvaient manger parce que c'était froid tout simplement. Au niveau du chaud, ça va être pareil. On va avoir l'inverse, c'est-à-dire qu'au contraire, ça va être certaines personnes qui vont manger très chaud ou vraiment une température particulière. Donc c'est important de pouvoir observer ça. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ça va se retrouver au quotidien. C'est-à-dire que si au quotidien, vous voyez une gestion de la température qui est différente, et observer cette gestion de la température au quotidien pour pouvoir aussi voir les impacts que ça va avoir de l'alimentation. Parce que c'est pas parce que c'est manger une autre action que le sensoriel a changé.
Bien au contraire, il n'a pas changé. Et voire même, il est amplifié dans ces moments-là, parce que là, c'est du concentré. Il y a tous les sens qui sont stimulés en même temps. Donc du coup, la sensibilité, elle est encore plus exacerbée. Ensuite, vous avez le sens vestibulaire et la proprioception. Pourquoi? Quand vous avez une personne, pour parler familièrement, hyperactive, qui ne tient pas en place, qui supporte pas ne pas sentir son corps dans le mouvement, qui recherche sans arrêt à avoir quelque chose à la main, à toucher, qui a besoin d'avoir les pieds sous sa chaise, par exemple, les pieds décollés du sol, qui tient pas en place 10 secondes, même en classe, même sur une chaise, même sur un canapé, comme il n'y arrive pas ailleurs, il n'y arrivera pas à table. Et encore une fois, un peu comme avec l'audition, ça peut être un facteur qui fait que le moment du repas est hyper anxiogène, très stressant, parce que justement, il y a une appréhension de devoir rester immobile, pas bouger. On associe au moment du repas pas que l'alimentation. Le moment du repas, c'est aussi un moment convivial où tout le monde parle, tout le monde échange. En général, on en profite pour raconter les journées des uns et des autres. Tout ça, c'est surstimulant. Quand vous êtes dans un endroit collectif, on n'en parle même pas. Il y a le bruit de tous les couverts, le bruit de tout le monde. En général, c'est des endroits qui résonnent aussi. Le goût, les odeurs, enfin, tout est mélangé. Donc, c'est surstimulant. Donc, déjà, il y a une difficulté par rapport à l'absence de trait neuronal. En plus, il y a des hypersensibilités. Et puis là, la personne qui peut pas rester en place, vous lui demandez de rester en place. Donc, forcément, va y avoir un évitement de l'alimentation, du comportement alimentaire. Donc ça va être soit hyper vite, soit ne pas vouloir venir, pas vouloir tenir en place, ou alors de pouvoir manger que en étant debout. Mais en général, ça, on l'accepte pas. Et encore une fois, ça fait partie justement des choses à essayer, à tenter, à observer, pour voir si le fait que la personne soit debout permette de manger ou pas. Parce que des fois, on est très surpris. C'est-à-dire que des enfants, des personnes qui veulent pas manger du tout, qui refusent de s'alimenter, lorsqu'on accepte qu'ils soient debout, ils mangent. Donc c'est un problème qui va être plus vestibulaire ou proprioceptif et non pas gustatif ou tactile. Donc c'est pas qu'il fait exprès, c'est qu'effectivement il y a une forte angoisse à rester assis et encore une fois cette angoisse-là, elle est observable le reste du temps. C'est que un enfant zébulon qui va dans tous les sens, qui a du mal à rester assis, le fait de rester assis sur le moment du repas, ça peut être hyper anxiogène. Après, je dis bien ça peut, parce que on va trouver différents types de profils. Si au contraire, il n'y a pas d'autres hypersensibilités, parce que tout ça, ça va être des facteurs aggravants les uns avec les autres. C'est-à-dire que si l'enfant, il supporte pas rester en place, mais que il adore le goût, qu'il adore l'odorat, qu'il adore la sensation au niveau tactile, et que c'est des trucs qu'il recherche, même au quotidien, bah du coup, il va les rechercher dans l'alimentation, et à ce moment-là, pendant les moments de repas, il va pouvoir rester calme. Moi, j'ai connu une famille qui me disait, il y a seulement deux moments où l'enfant bouge pas, quand il regarde l'écran, quand il mange. Mais effectivement, quand il mangeait énormément. Il maximisait au niveau des goûts, il mangeait un peu de n'importe comment d'ailleurs, parce qu'il mettait plein de choses dans la bouche pour avoir aussi une sensation proprioceptive. Si vous mettez plein d'aliments dans la bouche, vous avez les joues pleines. Quand vous avez les joues pleines, ça étire. Quand ça étire, vous avez tous les muscles du visage qui envoient une sensation proprioceptive. Donc en fait, lui, ce qu'il faisait, c'était ça. C'était maximiser le nombre de stimulations, de sensations, donc il pouvait rester assis. Mais s'il faisait pas ça, et si on l'empêchait de mettre tout à la bouche et qu'on lui disait mange calmement, il se relevait. Voilà. Donc, proprioception et vestibulaire. Le dernier sens dont je vais parler, qui joue un rôle essentiel dans l'alimentation, c'est la viscéroception. Comme je vous disais, la viscéroception, c'est les messages envoyés par les organes au cerveau sur l'état interne du corps. Quand vous avez une hypersensibilité viscéroceptive, donc souvenez-vous, l'hypersensibilité, on perçoit trop fortement les informations. Le moindre petit changement d'équilibre interne peut provoquer une sensation, un sentiment de stress, d'anxiété lié au fait de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et peut être intolérable. Quand je dis le moindre, ça peut être la sensation de soif, la sensation de faim. Pas supporter, faire des crises dès lors que il y a le moindre petit truc de faim qui apparaît, ou le moindre petit truc de soif, la bouche un peu sèche, ou quoi que ce soit. Ça peut engendrer même des troubles du comportement. Je me souviens avoir fait une étude fonctionnelle, une observation fonctionnelle
avec une équipe dans un IME que je supervisais autour de la gestion de troubles du comportement où l'équipe me disait que un jeune en particulier avait des gros troubles du comportement constants. Donc du coup, on met en place une grille fonctionnelle, d'observation fonctionnelle, pour voir si c'était vraiment si constant que ça ou pas. En remplissant la grille avec eux, on s'est rendu compte qu'il y avait des créneaux horaires où il y avait vraiment les crises. C'est-à-dire que du coup, je leur ai donné la grille, je leur ai expliqué comment la remplir. Ils sont repartis dans leur quotidien. La semaine d'après, je suis arrivé en supervision et en fait, tous les jours, les croix qui représentaient les troubles du comportement, notamment de l'agressivité assez forte, 90% des croix apparaissaient soit entre 10h30 et midi, soit entre 14h30 et 16h. Et en fait, c'était des heures qui étaient éloignées des repas, qui étaient entre les repas. Donc on a émis l'hypothèse qu'il y avait la sensation de faim qui devait jouer dans l'apparition des troubles du comportement. Donc, par rapport à cette hypothèse, on met en place le fait d'avoir constamment un encas sur soi. Et dès qu'on arrive à l'heure, dès qu'on arrive à 10h30, on propose un encas, on donne à manger. La personne mangeait, 80% des troubles du comportement ont disparu. Donc ça, typiquement, on est sur la viscéroception. Alors quand je dis des troubles du comportement, c'est ça qui posait problème, hein. Vraiment cette agressivité-là liée à ces moments-là. Et il y a beaucoup d'adultes, de personnes qui parlent, qui témoignent de ça. C'est-à-dire qui expliquent effectivement qu'ils peuvent pas supporter cette sensation d'avoir faim ou d'avoir soif. Il y a pas mal de personnes qui ont des difficultés à accepter la sensation de faim, qui vont manger en petite quantité tout le temps. Donc en général, la personne va manger. Le seul problème, c'est que l'hypersensibilité viscéroceptive, c'est changement d'équilibre. Actuellement, je suis en train de suivre une jeune fille qui avait des troubles sensoriels, qui n'ont jamais été vraiment pris en charge, qui était beaucoup dans les comportements d'évitement, donc qui n'allait pas dans les endroits bruyants, qui n'allait pas dans les endroits où il y avait de la lumière, qui préférait rester chez elle, qui a commencé à s'enfermer un peu chez elle, donc déscolariser, puis après plus sortir, et puis après plus vouloir même aller en bas de chez elle, enfin voilà, être dans un comportement d'évitement total. Elle a toujours eu une grosse sélectivité alimentaire, et puis elle est tombée aussi dans l'évitement parce que plus pouvoir supporter la moindre stimulation. C'est devenu grave au point d'être hospitalisée, de vraiment flirter entre la vie et la mort. Elle a fait 2 jours de coma. Et puis, bref, elle s'est réveillée. Donc là, elle est sortie de l'hôpital depuis quelque temps. Et c'est une jeune qui est verbale. Et donc, la famille est venue me voir pour faire un bilan sensoriel et tout ça. Et puis, quand on a parlé, quand elle a vu que je lui posais des questions bien précises que personne d'autre lui avait posées auparavant, malheureusement, elle m'a dit, mais en fait, moi, je ne mange pas. Alors, je suis pas anorexique, donc elle a été hospitalisée dans les services d'anorexie, psychiatrie. Enfin, voilà, c'était un enfer. Elle m'a dit, mais moi, en fait, la seule raison pour laquelle je mange pas, c'est que je supporte pas, je déteste la sensation de mon ventre qui se remplit. Et ça, c'est une hypersensibilité viscéroceptive aussi. C'est-à-dire qu'en plus, et ce qui est terrible avec l'estomac, c'est que moins on mange, plus il se rétrécit, et plus il se rétrécit, dès qu'on met quelque chose à l'intérieur, on sent la distorsion de l'estomac, et du coup, quand il y a une hypersensibilité viscéroceptive, ça, c'est hyper stressant et anxiogène. Et donc, du coup, là, on est en train de se rebattre dans le processus de réalimentation. Moi, je m'en fiche complètement de ce qu'elle mange. J'essaye juste de réintroduire petit à petit cette sensation, enfin de détendre un petit peu cette paroi de l'estomac, de remettre quelque chose à l'intérieur. Le problème, c'est qu'il y a une telle hypersensibilité viscéroceptive que c'est hyper complexe. J'essaye de trouver vraiment des goûts, des textures qu'elle va apprécier, même si là, elle est dans une hypersensibilité très forte, parce que de toute façon, elle est dans une période très dépressive. Donc du coup, elle supporte rien, tout est le moindre effort. Donc on va retravailler petit à petit. Et puis là, il y a déjà une amélioration. Elle a repris, elle reprend une cinquantaine de grammes chaque semaine. On est vraiment à ça. Et c'est vrai que la base de tout ça, c'est son hypersensibilité. Alors elle, qui est assez générale, une hypersensibilité au goût, à la texture, aux odeurs et à la vision aussi. L'apparence des aliments est hyper important. Et puis à cette viscéroception, à cette sensation interne. Et le problème, c'est que comme ça avait jamais été pris en compte, et puis que ça avait été interprété complètement autrement, du coup, elle a arrêté de se nourrir. La recherche constante de nourriture, souvent, ça va être l'inverse, ça va être une hyposensibilité. Alors,
Ça peut être une hyposensibilité gustative. Les recherches de sensations, 90% du temps, c'est lié à des hyposensibilités. Donc il faut voir quel sens ça correspond, pour pouvoir aussi un peu plus après travailler la gestion du comportement alimentaire, voir s'ils cherchent le remplissage, plus cette notion vraiment d'avoir le ventre distendu aussi, qu'on peut, s'il y a des cas d'obésité, par exemple, essayer de remplacer un peu par de l'eau, par des liquides, euh, pour pouvoir justement avoir une sensation. Je sais qu'il y a une personne dont je m'occupe, une adulte, qui était obèse, qui avait beaucoup de mal à supporter son corps et qui voulait absolument limiter, mais en même temps pour elle le régime c'était insupportable parce qu'en fait elle pouvait pas ressentir son corps et la notion de seconde faim, c'était impossible et elle avait besoin de sentir son ventre rempli. Euh, donc elle a fait deux techniques qui ont assez bien marché. Moi, j'ai préconisé aussi un peu plus la deuxième. La première technique qu'il a mis en place, c'était un jeune homme en fait, il mangeait en énorme quantité, mais alors il avait tout calculé. Il avait calculé ce qu'il lui fallait en apport de la journée en termes de calories. Et en fait, en une seule prise, entre 10h30 et 11h30, tous les jours, en une seule prise, il mangeait tous les apports de la journée. Donc il se faisait un énorme saladier avec des millions de choses, enfin beaucoup de choses à l'intérieur, qui calculait au niveau calorique, donc ça demandait un espace de calcul, une rigidité en fait très forte. Et il mangeait tout, et puis en fait il était très bien d'avoir cette sensation, et puis il savait qu'il allait pouvoir la retrouver. Et puis après, j'ai plus essayé de faire évoluer sur le fait de boire régulièrement des quantités d'eau pour limiter aussi cette ingestion de nourriture par rapport à cette sensation de viscéroception. Maintenant qu'on sait ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la fin de cette deuxième partie. J'espère que ces informations vous ont été utiles et vous aident maintenant à mieux comprendre l'impact qu'ont les spécificités du traitement de l'information sensorielle chez les personnes TSA dans différents domaines et notamment dans le domaine de l'alimentation et surtout à quel point c'est important de prendre en compte chacun des sens pour mieux accompagner la personne TSA dans son comportement alimentaire. À très vite pour la troisième partie. Surtout, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas, cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous. À très bientôt.